Bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation. Merci aux organisateurs, je suis très honoré d'être parmi vous. Malheureusement, j'ai raté le début de cette conférence qui semblait apparemment passionnante au vu de tout ce qu'on vient de me dire. Alors, ce que je vais essayer de traiter, évidemment, c'est une question. Le titre de ce colloque, c'est une question, donc je ne vais pas vous apporter une réponse, mais plutôt des éléments de réflexion. L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? Évidemment, il y a plusieurs angles sur lesquels on peut décliner cette question, et celui que je vais essayer d'utiliser, c'est celui qui me concerne, donc la neurologie, les neurosciences de la cognition, et de parler de la réalité de ce que l'on peut appeler la plasticité cognitive ou cérébrale, en sachant que le terme de plasticité a souvent été assez galvaudé en neurosciences, donc il faut faire attention à ce terme polysémique. Et plutôt que de commencer directement par l'essentiel de ce que je veux vous raconter, ce que je veux vous raconter, c'est des illustrations tangibles de comment le cerveau est un organe qui est capable de s'adapter à des nouvelles situations, s'adapter dans son fonctionnement, dans sa structure. Évidemment, mon intervention sera loin d'être exhaustive, à la fois pour des raisons de temps, mais également de compétences. Cette notion de plasticité, on peut la décliner même au sein des neurosciences à différents niveaux d'organisation. Et ceux que j'étudie, moi, sont à des niveaux assez méta ou assez globaux, donc on voit d'assez loin le fonctionnement fondamental des neurones. Néanmoins, il me semble intéressant de commencer par aborder un mythe aussi, parce que c'est un domaine dans lequel les mythes sont légion, et l'intérêt que je nourris pour les mythes dans cette thématique, c'est que je crois qu'au-delà de leur caractère souvent illusoire, ils sont intéressants parce qu'ils nous enseignent des choses sur notre ignorance, mais également sur nos attentes, sur les raisons pour lesquelles ces mythes sont si forts. Alors, pour en donner un seul, je prendrai l'exemple du fameux mythe des 10%, dont chacun d'entre vous a entendu parler depuis votre enfance sans doute, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, à chaque instant, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau et que, évidemment, nous pourrions utiliser beaucoup plus. Alors, au-delà du côté optimiste qui nous permet de nous satisfaire de notre incomplétude, de nos défauts et de nous dire si vraiment on voulait, on pourrait être vraiment beaucoup mieux. J'ai coutume de dire, moi, quand je réfléchis sur cette question, ça me rappelle, je ne sais pas si, non, pas tous le même âge, mais mes cours d'histoire, dans une vision un peu historique encore assez marxiste, il y avait l'idée que même si les champs de blé des États-Unis étaient les plus utilisés, les plus exploités et les plus soumis à une économie productiviste, le vrai potentiel, c'était les champs d'Ukraine, et que si on voulait, on pouvait en avoir beaucoup plus. Donc un peu cette idée que vous avez des champs d'Ukraine dans la tête, vous pourriez avoir 90% de plus que ce que vous faites. En fait, c'est faux. Alors, c'est faux pour de nombreuses raisons, on pourrait en parler longtemps. Je donnerai simplement une explication qui n'est pas la seule, mais qui est très importante à mes yeux. Si vous prenez un cerveau, une vue de cerveau de profil avec l'avant du cerveau, le lobe frontal, juste derrière votre front, les différentes structures, eh bien, une façon de savoir comment fonctionne le cerveau consiste à voir ce qui se passe lorsqu'il y a des lésions cérébrales. Et c'est la méthode qui était quasiment la seule méthode utilisable avant les développements de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et pour aller vite, eh bien, on a découvert assez vite que si un patient avait une lésion ici, il avait des soucis visuels, une forme de cécité visuelle corticale, on appelle ça la cécité corticale. Et puis, s'il avait des lésions dans les régions motrices, bien, il est paralysé d'un côté, etc. Vous avez tous vu les représentations d'homonculus, de cartes motrices du corps. Et puis, la même chose pour la sensibilité, pour le langage, etc. Donc, on a commencé à planter des petits drapeaux d'exploration sur les différentes régions du cerveau dont on comprenait le fonctionnement. Et dans cette exploration-là, il y a un vaste territoire, notamment l'essentiel du lobe frontal, des lobes frontaux, qui sont les lobes les plus développés, qui occupent le plus de volume, chez lesquels, en fait, on était bien en peine d'allouer une fonction particulière. Autrement dit, un patient avait une lésion frontale, on ne trouvait qu'il était ni paralysé, ni aveugle, ni sourd, ni aphasique. Donc on disait, en fait, donc, ça veut dire que c'est un territoire pas vraiment exploité et que nous pourrions être amenés à exploiter. Alors pourquoi c'est un facteur d'ignorance ? Parce qu'il nous a fallu attendre les années 60, et même en fait 70-80, pour comprendre qu'en fait ces régions du cerveau, évidemment, étaient exploitées, étaient utilisées, même au niveau énergétique, métabolique, par le cerveau en permanence. En permanence, vous utilisez, ce « vous » est un peu bizarre, mais ces régions fonctionnent, et surtout, on a mieux compris leur fonction précisément, et notamment, ces fonctions sont sans doute parmi les plus importantes, les plus complexes. Je veux parler de l'introspection, de la capacité à s'extraire de l'ici et maintenant, à se projeter dans le temps, à nourrir des projets, à réguler son comportement en fonction de l'environnement. Donc tous les aspects les plus subtils de la cognition sont en fait associés à ces territoires dont on pensait qu'ils ne servaient à rien. Donc vous voyez un petit peu cette position initiale. Quand on réfléchit à l'adaptabilité du cerveau, eh bien, on est souvent victime d'une attirance pour certains mythes. Ces mythes sont, d'après moi, donc le fruit de notre ignorance collective, mais également des a priori que nous avons et des attentes que nous nourrissons sur cette potentiel d'adaptabilité. Et sans doute pour mieux faire justice, mieux rendre justice à la force de ce mythe, je crois qu'il ne faut pas ignorer que ce mythe s'enracine aussi
dans un constat qui est une énigme pour les neurosciences, qui est à l'origine de nombreux travaux actuellement. C'est ce que l'on peut appeler le paradoxe cérébral de l'innovation. Ici, au Collège de France, Stanislas Dehaene, par exemple, travaille beaucoup sur cette question. Pour la résumer de manière un peu sauvage, et en présence d'Yves Coppens, mais voilà, vous avez à peu près, on devait être à peu près comme ça, hein, malgré l'aspect représentationnel, fictif, etc. Mais en gros, un hominidé, il y a 20 000 ans, c'est à peu près ça. Steve Jobs, 20 000 ans plus tard, c'est à peu près ça. Et entre les deux, vous inventez des inventions culturelles phénoménales, comme l'écriture, c'est-à-dire la première prothèse mnésique. La première prothèse cérébrale, c'est le livre, évidemment, c'est l'écriture, le support écrit qui vous permet de vous affranchir d'une mémorisation qui repose uniquement sur votre cerveau. Évidemment, développement culturel, artistique extraordinaire, avec une production même d'un formalisme sur le monde, une capacité à décrire, à produire une description objective du fonctionnement de l'univers, même dans des aspects qui sont au-delà du visible, de ce que l'on peut appréhender de manière immédiate ou intuitive ou naïve, une transformation technique du monde, une transformation des limites et de l'interaction avec l'environnement, et une mise en forme, là aussi, des aspects les plus importants, je pense à la chimie, à la biochimie, l'invention d'outils qui ne sont pas négligeables, comme des outils totalement abstraits, tels que l'argent. Vous savez que l'argent, un des éléments les plus fascinants dans l'argent, c'est que l'argent est quasiment le seul stimulus pour lequel vous n'aurez pas de phénomène en fait, d'habituation. Vous pouvez être habitué par l'alimentation, par le sexe, parce que par l'argent, vous ne le serez pas. Donc l'invention de l'argent est quelque chose qui est assez phénoménal. C'est un objet abstrait qui permet d'aller au-delà du désir immédiat d'un individu. Et donc vous passez d'un environnement transformé. Et le paradoxe, pourquoi y a-t-il un paradoxe? Parce que 20 000 ans, c'est beaucoup pour nous, à l'échelle individuelle, même à l'échelle d'une civilisation, mais 20 000 ans pour l'histoire génétique d'un cerveau, c'est un clin d'œil. Autrement dit, la gamme de transformation des comportements, de la pensée, de l'environnement associé au fonctionnement de cerveau en communauté insérée dans une histoire sociale n'est pas explicable uniquement par un facteur d'une temporalité génétique. Votre ADN, pour le dire assez rapidement, est le même qu'il y a 20 000 ans, et pourtant nous avons réussi, ce nous à nouveau est anonyme, à déployer une innovation sans pareil. Donc ce paradoxe, c'est comment expliquer la possibilité même de ces transformations, et là on comprend peut-être mieux pourquoi le mythe des 10%, par exemple, est si prégnant, en dehors des aspects narcissiques, c'est qu'évidemment il y a quelque chose à expliquer. Comment nous réussissons, avec le même cerveau, à transformer sans cesse l'univers. Alors, je ne vais pas vous donner une réponse, mais plutôt les éléments de réponse, certains éléments dont nous disposons en 2014, en prenant donc une sorte de traversée en pot pourri un petit peu de quelques exemples qui me paraissent intéressants. Je repars des travaux de Laurent Cohen et Stanislas Dehaene sur la lecture, et précisément un aspect absolument stupéfiant, c'est qu'on pourrait penser, première idée, c'est que sans doute ça se passe un peu n'importe comment, chacun arrive à recycler dans son cerveau selon sa sauce, on pourrait dire, pour arriver à prendre en charge des nouvelles fonctions. Autrement dit, peut-être que quand vous apprenez à lire avec un cerveau qui n'est pas né pour lire, qui n'est pas été programmé génétiquement pour lire, eh bien peut-être que chacun trouve sa façon de lire. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque si vous vous intéressez à une région cérébrale que nous avions baptisée à l'époque, en 2000, la Visual Word Form Area, l'aire de la forme visuelle des mots, la première région qui décode, qui construit des représentations abstraites d'un mot écrit, indépendamment des aspects physiques de bas niveau, comme la position, la couleur, la police, etc., eh bien la première région intelligente de la lecture présente une reproductibilité intersujet absolument étonnante. Et on le retrouve maintenant dans des populations même soumises à des systèmes d'écriture et de lecture différents. Autrement dit, quand vous apprenez à lire, vous ne faites pas un exercice personnel, mais il semble bien que nous utilisions tous certains épicentres. Alors la question, c'est d'où viennent ces épicentres et pourquoi cette région et pas une autre. Et ce programme de recherche permet de mettre en évidence que ce que nous faisons, c'est que nous faisons ce que Stanislas appelle un recyclage neuronal, une théorie du recyclage neuronal, c'est-à-dire que notre cerveau est assez doué pour utiliser des systèmes qui ont génétiquement évolué en vue d'une fonction, en l'occurrence ici l'analyse des objets visuels, de la scène visuelle, et de recycler ces régions-là pour des régions qui ont affaire avec ce fonctionnement, mais dans une modalité nouvelle. Et pour vous donner un seul exemple, et qui est une sorte de petite fenêtre que j'ouvre, et si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir tout cet univers qui est foisonnant, eh bien, quand votre cerveau perçoit des objets, comme par exemple cette casserole, il est doté d'une propriété assez étonnante, qu'on appelle une propriété d'invariance pour la symétrie droite-gauche. C'est-à-dire que quand vous voyez cet objet, vous le reconnaissez aussi bien ici qu'ici. Et à la limite, si on vous présentait une casserole, vous l'identifiez, on enlève la casserole, on vous demandait dans quelle position était-elle, eh bien souvent, comme vous avez accédé à la sémantique, à l'identité abstraite de l'objet, vous n'êtes même plus capable vraiment de savoir, de vous souvenir dans quelle position on vous l'a présenté. Ça peut paraître banal, mais souvent en science, les choses banales ne le sont pas tout à fait, parce que si je vous montre maintenant cet objet visuel, qui en fait est un autre stimulus visuel,
vous aurez beaucoup plus de mal à le décoder, à le percevoir, que si je vous le montre en symétrie, en miroir droite-gauche. Autrement dit, vous voyez qu'un des aspects qui passe à travers l'apprentissage de la lecture, un phénomène socialisé, on ne peut pas apprendre à lire tout seul, qui demande plusieurs années avec des périodes critiques, eh bien, ce que fait votre cerveau, c'est qu'il arrive à perdre cette invariance dans certaines régions visuelles pour arriver à offrir une combinatoire plus riche et une capacité à construire des représentations abstraites écrites qui permettent de transmettre des contenus sémantiques. Donc voilà un exemple de la manière dans laquelle le même cerveau, qui a évolué pendant des millions d'années pour apprendre à construire des représentations visuelles précises de l'environnement, peut être recyclé culturellement et socialement à une échelle temporelle infiniment plus rapide à d'autres fins. Autre exemple qui nous permet de parler de ce dont Boris Cyrulnik va vous parler beaucoup plus tard. Je ne vais pas parler du tout de tous ces ensembles, mais les aspects émotionnels, affectifs sont très importants. Et juste un exemple que j'affectionne particulièrement. Si vous avez mal, lorsque vous avez mal physiquement, eh bien, et qu'on vous met dans une IRM, qu'on vous glisse dans une IRM fonctionnelle, on va découvrir que certaines régions de votre cerveau, de manière reproductible, s'activent. On appelle ce réseau distribué, dont vous ne voyez ici que 2 épicentres, la pain matrix, la matrice de la douleur. Autrement dit, les régions cérébrales qui, de concert, semblent construire une représentation de votre ressenti douloureux, douleur physique. La question, c'est quand nous avons des douleurs non pas physiques, mais sociales, qui demandent aussi un fonctionnement, pour le coup, collectif, le sentiment d'exclusion sociale, d'humiliation, des situations dans lesquelles on utilise très souvent un vocabulaire de douleur. Les mots qu'il m'a prononcés m'ont fait mal. Cette situation, j'ai mal, j'éprouve une douleur à la vivre, etc. Eh bien, on a pu se rendre compte récemment, et notamment grâce aux travaux de Naomi Eisenberger, qu'en fait, il y a bien plus qu'un simple jeu de mots, et que la notion des rapprochements sémantiques entre la douleur physique et la douleur sociale, par exemple, recouvre une réalité qui a aussi fait appel à ce concept de recyclage. Alors comment vous faites ça? Petite expérience très rapide. Vous glissez un sujet qui est un sujet sain dans une IRM, et puis vous lui demandez de jouer à un jeu de passe. Donc il est dans une IRM, imaginons que ce soit ce sujet-là, et puis on lui ment, on lui dit qu'en parallèle, il y a 2 autres personnes dans 2 autres IRM, ce qui en France n'est pas facile du point de vue économique d'avoir 3 IRM de recherche, mais bon, les sujets ont cru cette expérience. Et puis donc vous avez donc il y a ce bonhomme dans l'IRM, il pense qu'il joue avec 2 autres personnes, et on enregistre son activité cérébrale en IRM fonctionnelle. Alors au début, la partie commence de manière équilibrée, tout le monde se fait des passes, c'est la joie de vivre collective. Et puis progressivement, au bout de quelques minutes, on lui fait de moins en moins de passes, et assez rapidement, il est exclu du jeu. Et ça peut paraître stupide quand vous l'écoutez comme ça dans une conférence, mais si vous-même vous êtes glissé dans une IRM tout seul, dans l'obscurité, et que vous avez cette notion d'un lien social avec 2 autres personnes, et qu'au bout d'un moment vous êtes exclu, vous allez ressentir subjectivement, je ne dirais pas une douleur, mais en tout cas un sentiment négatif, d'humiliation sociale, d'exclusion. Et le point intéressant, c'est qu'on retrouve dans cette situation la pain matrix, donc la matrice cérébrale qui code la douleur physique, qui semble ici être recyclée pour pouvoir représenter une douleur, mais plus abstraite, qui fait appel à d'autres sources que les informations corporelles immédiates, de douleurs, de brûlures, etc. Alors, et pour aller plus loin encore, dans un dernier travail, Eisenberger a montré que si vraiment ce résultat n'est pas une simple pirouette ou une métaphore, eh bien on pourrait guérir, en tout cas on pourrait soigner, on pourrait diminuer l'exclusion sociale par des antalgiques. Et c'est ce qu'elle a fait, qu'elle a montré. Si on vous donne du paracétamol dans cette expérience, eh bien la pain matrix diminue et vous avez un sentiment d'exclusion moins fort. Alors il ne faut pas prendre du paracétamol si vous êtes victime, ça peut être très grave pour le foie notamment, mais voilà pour une idée. Un autre exemple cette fois-ci, qui illustre bien le fait que votre cerveau, contrairement à ce qu'on apprenait pendant longtemps, est un organe qui en permanence modifie sa structure, ses réseaux, son mode de fonctionnement, mais là aussi dans une certaine marge. Tout n'est pas possible, vous n'êtes pas tout puissant. La marge de manœuvre est infime, mais elle existe, elle est très importante. Cette étude qui est désormais classique, par des collègues londoniens, qui, vous savez, chaque année, il y a les taxis londoniens sont réputés pour leur connaissance de la navigation spatiale, en tout cas avant les GPS, et donc ils ont scanné en IRM des chauffeurs de taxi londoniens. Ils ont scanné une population contrôle, appariée sur le sexe, l'âge, le niveau d'éducation, etc. Et ils se sont intéressés à une région particulière qui est près de l'hippocampe, qu'on appelle le gyrus parahippocampique, qui, pour aller vite, n'est pas la région de la navigation spatiale ou de la mémoire spatiale, mais est une région clé dans un réseau cérébral distribué, dont je ne parlerai pas, qui sous-tend notre capacité à mémoriser les lieux. Et ce qu'ils ont pu trouver, c'est qu'effectivement, quand vous comparez cette fois-ci non pas le fonctionnement, mais simplement l'anatomie, la répartition en termes de matière grise, matière blanche
dans cette région, eh bien, vous voyez qu'il y a des différences avec un développement plus important de la matière grise dans le gyrus parahippocampique des chauffeurs de taxi londoniens. Autrement dit, alors là, vous êtes livré, comme souvent dans de telles études, avec la question de la causalité et puis la relation cause à effet, l'œuf et la poule. Est-ce qu'ils avaient une bonne mémoire des gros hippocampes, donc ils sont devenus chauffeurs de taxi, ou est-ce que c'est en conduisant qu'ils ont modifié leurs hippocampes? Il n'y a pas d'élément démonstratif, mais si vous vous intéressez à l'ancienneté dans le métier, vous voyez que plus vous êtes chauffeur de taxi depuis longtemps, plus vos hippocampes sont gros. Alors là aussi, ce n'est pas une preuve, hein. Peut-être que vous avez arrêté plus tôt si vos hippocampes n'étaient pas bons, etc. Mais en tout cas, on a des éléments qui nous montrent qu'il y a en tout cas une relation qui est intéressante à explorer. Autre exemple, là aussi très classique, lorsque je faisais mes études de médecine, il y a à peu près un peu plus de 20 ans, eh bien, on vous apprenait justement qu'il y a certaines régions du cerveau qui sont dévolues à une fonction. Il y a le cortex visuel primaire. Et ce qu'on entend par le cortex visuel primaire, c'est qu'il ne reçoit des informations que des voies visuelles et qu'il ne construit que des représentations visuelles. Sauf que ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai, là aussi, il faut faire attention, parce que si on dit ce n'est pas vrai et qu'on met un point, tout le monde s'enflamme en disant « je peux faire ce que je veux avec mon cerveau, je peux traverser la salle en volant, etc. » Non, ce n'est pas si simple. En fait, ce n'est pas n'importe quoi, mais si vous prenez par exemple ces travaux qui sont conduits chez des aveugles congénitaux, donc des patients qui sont aveugles, qui n'ont jamais vu, mais non pas pour des régions cérébrales, pour des régions visuelles, par exemple un glaucome, une cataracte qui n'a pas été soignée, qui est très précoce, eh bien, ce qui a été découvert, c'est que la somesthésie, donc le sens du toucher, réinvestit ces régions cérébrales qui normalement s'appellent du cortex visuel primaire, donc qui normalement sont programmées pour voir, non pas pour toucher. Et on commence à mieux comprendre, je pense notamment aux travaux d'Amir Hamedi, à beaucoup mieux comprendre comment en fait certaines régions ne sont pas dévolues à une fonction, mais à un type de transformation de l'information qui peut, selon les sources qu'on va lui donner, faire de la vision, faire du toucher, faire autre chose. Donc là aussi, c'est un exemple extrêmement important de la manière dont le cerveau peut réinvestir de nouvelles fonctions sur la base de propriétés de codage de l'information qui sont ce qu'elles sont et qui, elles, sont le fruit de l'évolution et de la programmation génétique, disons. Autre exemple dans cette même série, qui est à mon sens aussi extrêmement parlant et qui provient de la pathologie lui aussi. La pathologie nous donne des exemples assez parlants de ces transformations, de cette adaptation du cerveau. Alors, c'est un exemple qui provient d'une étude réalisée par Laurent Cohen, qui avait été amené il y a quelques années à examiner une petite fille, en fait, qui, à l'âge de 4 ans, parlait normalement, donc avait acquis le langage de manière tout à fait normale. Et comme vous le savez, la plupart d'entre nous parlons avec l'hémisphère gauche. Ici, la gauche est à gauche. Et le problème, c'est qu'elle avait une malformation vasculaire importante qui nécessitait une résection chirurgicale. Donc cet enfant a été opéré, et la question qui se posait, c'est est-ce que cet enfant va réussir à apprendre à lire? Parce que la région que je vous ai montrée tout à l'heure se trouve à peu près ici. Elle est dans l'hémisphère gauche. Et on commence à savoir pourquoi elle est dans l'hémisphère gauche. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle est branchée anatomiquement avec les circuits du langage de l'hémisphère gauche. Donc la question allait se poser, est-ce que cette petite fille, à qui on va retirer ce réseau cérébral avant qu'elle n'ait appris à lire, va pouvoir ou pas apprendre à lire? En sachant au passage que si à vous ou moi, il n'y a pas d'enfant dans la salle, mais si vous ou moi on nous enlève cette région, on ne saura plus lire, et de manière assez durable. On pourra faire de la rééducation, etc., mais on aura un défaut permanent dans la capacité à reconnaître une chaîne de symboles visuels verbaux comme étant un mot. Eh bien, le point intéressant, c'est que cette fille a appris à lire, cet enfant a appris à lire, mais cette fois-ci, vous voyez que la région cérébrale sollicitée, en fait, se trouve cette fois-ci dans l'hémisphère droit, mais la région symétrique. Comme si le cerveau de cet enfant avait réussi, sous l'effet de l'enseignement de la lecture, à solliciter une région qui n'est pas n'importe laquelle. Vous voyez, elle n'est pas là, 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 elle est là. Elle est là parce que, là aussi, elle est dans le circuit visuel, elle a donc les mêmes propriétés, sans doute, que la région gauche, qui n'a pas pu être éduquée puisqu'elle était détruite, et a pu être soumise au même processus d'apprentissage, de perte de l'invariance droite-gauche, etc., qui lui permet de lire, avec peut-être une étape supplémentaire, c'est que pour transmettre ces informations, ça doit emprunter la structure qui fait communiquer les deux hémisphères qu'on appelle le corps calleux. Donc vous voyez un autre exemple aussi en pratique de qu'est-ce que l'on entend par plasticité cérébrale. Je vais terminer cet exemple de patient avec un dernier patient que j'avais été amené à voir et qui a en fait, vous voyez ici, une structure du cerveau très importante, celle dont je viens de vous parler, qui s'appelle le corps calleux. Et le corps calleux est la structure qui permet de faire communiquer nos deux hémisphères. D'accord ? Ce patient, pour une raison que je n'ai pas détaillée, vous voyez ici en noir, sur son IRM de profil, ça c'est l'avant du cerveau, ça c'est l'arrière du cerveau, a une destruction totale de la partie postérieure du corps calleux. Autrement dit, ces deux hémisphères
ne peuvent plus communiquer par l'arrière, ils ne peuvent plus communiquer que par l'avant. Et pour tester en fait l'existence ou pas de modification stratégique du fonctionnement cérébral chez ce malade, nous l'avons engagé dans une expérience toute bête. Vous êtes face à un écran d'ordinateur, et à chaque essai, il y a un nombre qui apparaît, vous voyez, un nombre écrit en chiffres arabes. En chiffres arabes parce que nos deux hémisphères savent reconnaître les chiffres arabes, contrairement aux chiffres écrits, en toutes lettres. Donc vous avez le chiffre 6, par exemple, et puis un instant après, vous avez un deuxième nombre qui apparaît à l'écran, qui peut être soit le même, soit différent. Et ce qu'on demande au sujet de faire, dans une expérience très simple, c'est de nous dire si les deux nombres sont les mêmes ou pas. Mais cette tâche très simple exige quoi? Exige de mettre en relation ces deux informations. Pour pouvoir les comparer, il faut que des régions cérébrales soient capables d'analyser ces deux informations, les deux nombres, et de décider s'il s'agit du même nombre ou pas. Ça peut paraître trivial, hein, évidemment, mais l'astuce, c'est que parfois, sans que le sujet puisse le savoir, les deux nombres étaient présentés dans le même hémisphère, donc étaient présentés soit du côté gauche, donc c'est l'hémisphère droit qui va traiter, soit du côté droit, et donc l'hémisphère gauche qui va traiter, hein, vous savez, c'est en miroir, soit la situation difficile, lorsque les deux chiffres sont présentés à des hémisphères différents. Notre question, c'était comment allait se comporter ce malade. Et ce que nous avons pu observer, c'est que ça, ce sont les taux d'erreur, ici, le taux d'erreur dans cette expérience, et ça, ce sont les performances de sujets normaux, de sujets qui ont un corps calleux qui fonctionne, de sujets contrôle. Eh bien, ça ne vous étonne pas, ils ont des taux d'erreur quasiment nuls. Tout le monde fait cette tâche parfaitement, sauf quelquefois par une erreur d'attention, mais vous arrivez très rapidement à le faire. Quid du malade? Eh bien, ce patient ici, lorsque les deux nombres étaient présentés au même hémisphère, donc dans le même champ visuel, donc par exemple les deux nombres à droite, l'hémisphère gauche reçoit les deux nombres, il peut faire la tâche. Et les performances sont très bonnes, quasiment comparables à celles des sujets contrôle. Lorsque les deux nombres sont présentés de l'autre côté, à gauche, c'est l'hémisphère droit qui les reçoit tous les deux, il peut également répondre sans problème. La difficulté, c'est qu'allait-il se passer lorsque les deux nombres sont stimulés, sont délivrés à des hémisphères différents? Autrement dit, quand les deux hémisphères doivent communiquer cette information. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous voyez un nombre, vous fixez devant vous, vous voyez un nombre, par exemple à gauche, il va être traité dans l'hémisphère contralatéral, mais immédiatement, il va être transmis à l'autre hémisphère, donc les deux hémisphères vont être informés de manière automatique. Mais cette opération, vous l'avez compris, n'est plus possible chez ce malade, puisque le corps calleux est endommagé dans la partie postérieure. Alors, ce que nous avons pu voir, ici en bleu, la courbe en bleu, c'est que les performances du malade sont quasiment au niveau du hasard lorsqu'on lui demandait de répondre très vite, c'est-à-dire lorsque les deux nombres étaient présentés avec un délai très rapide, de moins de 300 millisecondes. Donc il n'avait pas le temps vraiment de faire circuler l'information. Et la situation la plus instructive pour nous, c'est que dans une autre situation, on lui donnait beaucoup plus de temps, donc un délai plus important entre les deux nombres, plus d'une seconde entre l'apparition du premier nombre et du second. L'idée était que si on lui donnait plus de temps, peut-être que ce nombre allait pouvoir circuler dans son cerveau et lui permettre de trouver une route qui lui permette d'informer l'hémisphère qui n'avait pas reçu cette information. Et si vous avez en tête l'anatomie de cette lésion, si le patient ne peut plus utiliser le corps calleux en arrière puisqu'il est détruit, on sait que théoriquement, il existe une possibilité de faire circuler l'information par l'avant du cerveau. Mais cette route de traitement n'est pas une route automatique, est une route qui exige une stratégie, la mise en place d'une stratégie originale que nous n'utilisons jamais en général. Et la surprise que nous avons eue, c'est que si au début de l'expérience, sur la courbe en rouge, vous voyez que le patient faisait autant d'erreurs que lorsque les deux nombres étaient présentés très rapidement l'un après l'autre, donc il était vraiment très très mauvais, eh bien de manière assez brutale, il a amélioré de manière considérable sa performance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a réussi à faire l'expérience. Il a réussi, lorsqu'on lui donnait un délai suffisant, à trouver, alors quand je dis « il a trouvé », ce n'est pas un traitement subjectif, il ne peut pas rapporter cette stratégie, mais son fonctionnement cérébral a pu mettre en place une stratégie de traitement de l'information qui permette au patient de réaliser la tâche. Et comme nous enregistrons les potentiels évoqués, nous avons pu montrer que la région antérieure du cerveau, qui est ici, s'est mise à fonctionner différemment lorsqu'il réussissait à faire l'expérience. Et en utilisant des mesures de connectivité fonctionnelle entre régions cérébrales, nous avons pu montrer qu'alors que cette région, au début, n'est pas tellement connectée avec les régions postérieures, eh bien, lorsqu'il arrive brutalement à répondre correctement, cette région-là communique avec les deux régions postérieures. Autrement dit, ce patient a réussi à mettre en place une stratégie de traitement qui n'était pas présente au début, qui n'était pas disponible, et qui est aussi un des objectifs de la rééducation neurologique en général, la rééducation neuropsychologique, c'est qu'avec les ressources du patient, trouver des moyens de contourner les déficits. Alors, je vais terminer rapidement parce que j'ai peur d'être trop long. Un autre paramètre qui nous permet de transformer notre performance, c'est la motivation.
Alors la motivation, c'était souvent un terme qui était laissé au coach, ou bien, eh bien la motivation, il y a des neurosciences de la motivation. Et par exemple, ce n'est pas un hasard si beaucoup de records du monde sportifs sont battus lors de grandes cérémonies sportives, des Jeux Olympiques, des Championnats du monde, plus qu'en salle ou plus que dans des... Parce que lorsque vous êtes dans une situation qui émotionnellement vous motive, eh bien vous faites preuve de meilleures performances. Et on commence à connaître davantage ces circuits cérébraux de la motivation qui sont par exemple perturbés dans certaines maladies, comme la maladie de Parkinson ou d'autres maladies. Alors je ne vais pas le détailler ici, mais simplement pour faire un point, un lien, avec un autre paramètre qui est celui qu'on peut appeler de la croyance subjective, et qui pour l'instant est peu étudié, mais qui est un point important. C'est que, de la même façon que Mitterrand, je me souviens, parlait des forces de l'esprit, alors on peut incarner les forces de l'esprit dans le cerveau, peut-être par cette notion de croyance subjective. L'exemple le plus frappant pour nous en médecine et en neurosciences, c'est évidemment l'effet placebo. Comment se fait-il qu'un patient puisse être amélioré par une substance qui n'a aucun pouvoir actif, alors qu'en réalité, ce qu'on observe dans son comportement, c'est une amélioration qui serait équivalente à celle qu'on aurait observée si on lui avait donné, par exemple, de la dopamine ou de la L-Dopa, un précurseur de la dopamine. Eh bien, une étude ici rapporte un résultat intéressant, c'est que la maladie de Parkinson, qui a en plus un lien, je vous l'ai dit, avec les systèmes de motivation, fait partie des maladies dans lesquelles l'effet placebo est le plus fort. Donc on a souvent du mal à apprécier l'effet des médicaments parce qu'il peut y avoir des effets placebo gigantesques et qui sont très importants. Pour nous, en médecine, l'effet placebo, c'est très utile. C'est un problème pour l'industrie pharmaceutique, mais en médecine, c'est très bien l'effet placebo parce que vous pouvez améliorer les patients, c'est ça qui compte en fait. Eh bien, ce que vous observez, c'est qu'en fait, un patient parkinsonien à qui vous donnez un agent placebo, en lui faisant croire qu'il s'agit de la dopa, le précurseur de la dopamine, non seulement il va souvent un peu mieux, mais en fait, vous pouvez mesurer que vous augmentez la synthèse endogène de dopamine. Donc le fait de le mettre en situation de croyance subjective qu'il reçoit l'agent incriminé va avoir un impact sur la sécrétion biochimique par certaines de ces structures cérébrales. Alors, c'est pas magique, hein. L'effet placebo ne va pas guérir la maladie de Parkinson, hein. Mais par contre, cet effet-là existe, à la marge, on peut le mesurer. Et ces effets de croyance subjective, on les retrouve également dans la dépression, avec cette fois-ci la sérotonine qui est mise en avant, dans les douleurs et la synthèse d'endorphines. Et le point intéressant, c'est que certaines études semblent montrer que l'effet placebo, là aussi, ne tombe pas du ciel, il dépend de votre activité cérébrale, il dépend de ce que j'appelle la machine un peu à fiction, c'est-à-dire être capable de se raconter des histoires, à produire un sens subjectif auquel vous croyez. Eh bien, lorsque vous êtes atteint d'une maladie dans laquelle cette capacité narrative est affectée, et je pense par exemple au stade avancé de la maladie d'Alzheimer, eh bien, il semble que dans ces situations, l'effet placebo soit beaucoup moins puissant, voire même aboli. Autrement dit, sans doute que pour avoir un effet placebo, il faut déjà être capable de croire à quelque chose, à la première personne. Dernier exemple avant de terminer, les étapes de la créativité. Vous savez que nous devons ça surtout à l'exploration et en fait au récit de grands scientifiques, essentiellement de grands physiciens ou mathématiciens, Poincaré, Einstein, mais également d'autres. Et vous avez en fait une étape qui a été... Donc ça, c'était proposé il y a déjà maintenant plusieurs dizaines d'années. Et l'idée, mais je vous livre ces phases parce qu'elles me semblent extrêmement intuitives, et dans la vie de tous les jours, on peut tous faire l'expérience de ça, même si on ne va pas découvrir la relativité ou des nouveaux chapitres de la physique quantique, eh bien même quand vous cherchez juste un mot, par exemple, que vous ne trouvez pas, eh bien souvent vous allez suivre les mêmes processus. C'est que quand vous voulez résoudre un problème, vous devez commencer souvent par le visiter consciemment, de manière extrêmement intense. Passer des heures, alors pour les mots peut-être pas, mais pour les questions importantes, passer des heures, passer des jours, vous former, visiter la question de manière consciente et explicite, et ce qu'on appelle la phase de préparation. Mais à un moment donné, il va souvent falloir lâcher prise et passer dans une phase d'incubation. Et cette phase d'incubation semble reposer sur le fait que, inconsciemment, notre système cognitif inconscient a des propriétés intéressantes, notamment un calcul massivement parallèle par rapport à une situation beaucoup plus épuisée en termes de ressources pour l'aspect centralisé du traitement conscient. Et donc, la conjugaison entre fonctionnement conscient et fonctionnement non conscient dans votre économie psychique peut être à l'origine de phénomènes intéressants dans la vie de tous les jours, tels que l'innovation et trouver des nouvelles solutions à des problèmes que vous vous posez. Donc, ces 4 phases, phase de préparation, phase d'incubation. La phase d'incubation, c'est, vous savez, dans le texte de Poincaré, je ne suis pas du tout mathématicien, sur les fonctions fuchsiennes, je crois, il met le pied sur un autobus, et puis sur les marges, et puis boum, il a l'illumination, il dit c'est ça, et ça a tous les aspects d'une idée qui surgit, on ne sait nulle part, il faut l'écrire rapidement, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que souvent vous pouvez vous tromper, et là, la conscience reprend le dessus, et vous avez une période, en fait, de vérification,
qui va permettre de vérifier si ce problème va répondre ou pas de manière rigoureuse aux questions que vous vous posiez. Alors, du coup, pour clôturer cet aspect qui est absolument non exhaustif, pour arriver à faire avec votre cerveau qui n'a pas bougé depuis 20 000 ans de nouvelles choses, il y a ces mécanismes de recyclage neuronal de manière un peu générique, cette plasticité cérébrale qui est à l'œuvre notamment dans les situations de pathologie que nous avons pu observer, mais qui, ça veut dire, qui existe en permanence, mais de manière plus subtile, l'importance des systèmes de motivation et de croyance, et aussi l'interaction entre le fonctionnement conscient et non conscient. Et j'insiste sur le fait que ce qu'on appelle non conscient, c'est le non conscient tel qu'on peut l'étudier aujourd'hui par les outils de la psychologie expérimentale et des neurosciences. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là en disant que ce qui m'intéresse dans cette question, c'est que on peut avoir envie de dégager la question en disant « écoutez, ce sont des foutaises, cette idée d'adaptation cérébrale, tout ce que les gens croient là-dessus est largement surfait, est très galvaudé, très caricatural, mais ça ne serait pas rendre justice à l'existence de ces phénomènes. Simplement, il faut savoir les prendre pour ce qu'ils sont. Donc connaître effectivement la marge de manœuvre de la plasticité et de l'adaptation, qui est souvent très faible, en fait, mais qui est à l'origine de solutions souvent très importantes, même innovatrices au sens fort du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est création de nouveautés, quelque chose qu'on ne pouvait pas penser auparavant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je me suis adapté à cette situation. Merci.